Ok, bonjour tout le monde. Donc, juste avant de commencer, je vais vous annoncer que j'ai décidé de changer l'ordre un petit peu quand j'étais en train de regarder les cours d'aujourd'hui, ce week-end. Ouais, désolé. Donc, je pense que ça va être plus facile et c'est mieux de parler de nutrition, croissance, culture des bactéries avant et de faire l'identification de la taxonomie après. Donc désolé pour ça. Donc il faut essayer d'avoir les matières, les diapos pour CM4 et 5. Oui, désolé pour ça, mais sincèrement, je pense que ça va être mieux pour la compréhension. Ok. Donc ce matin et cet après-midi, donc on va faire CM4 et 5. Et globalement, ce que l'on va faire, c'est on va commencer par définir les besoins nutritifs des bactéries et les types nutritionnels. Ensuite, on va regarder les différents milieux de culture que l'on peut utiliser, les différents types de milieux de culture, comment on peut mesurer la quantité de bactéries dans une culture et étudier la croissance des bactéries. Donc on va aller peut-être jusque-là, éventuellement jusqu'au numéro 5, la différence entre une culture continue et une culture en batch. Et cet après-midi, on va repartir probablement à partir de position numéro 5, enfin, le point numéro 5 ou le numéro 6, comportement collectif des bactéries. Et puis on va regarder les effets des différents facteurs physico-chimiques sur la croissance des bactéries. Et encore une fois, ça ne sera pas dans l'ordre ici, ce sera plutôt température, oxygène, salinité, disponibilité de l'eau, pH et radiation. J'essaie de changer un petit peu l'ordre pour faire le plus facile d'abord. Ok, donc les besoins nutritifs des bactéries, c'est un peu la même chose que vous et moi. On a besoin d'éléments chimiques, carbone, azote, soufre, phosphore, des sels minéraux et des oligo-éléments. Donc, en termes de carbone, si les bactéries utilisent des molécules organiques complexes, des sucres, des acides gras, des peptides, des protéines, on qualifie les bactéries de hétérotrophes. Si les bactéries sont capables de synthétiser toutes leurs biomolécules à partir d'une source inorganique de carbone, on les qualifie d'autotrophes. Et donc, évidemment, le CO2, donc la fixation de CO2 et sa transformation en carbohydrate, c'est le métabolisme autotrophe. Donc, c'est ce qui se passe chez les plantes, n'est-ce pas? Donc, pareil chez une partie des bactéries photosynthétiques, mais il existe aussi des bactéries qui peuvent baser leur métabolisme sur une utilisation d'acide formique ou même de méthane. Donc on a des molécules qu'on peut qualifier d'organiques, mais d'une seule atome de carbone. Donc je pense qu'une bactérie capable de faire tout ça, qui n'a pas besoin de sucre, de peptides, etc., on peut aussi qualifier ces bactéries méthanotrophes, par exemple, comme des bactéries autotrophes, qui peuvent utiliser une source de carbone avec un seul atome de carbone. CO2, méthane, acide formique. Alors, pour l'azote, donc on a des formes complexes et simples d'azote. Évidemment, si une bactérie pousse dans un milieu qui est riche en acides aminés et en gaz azoté, la bactérie peut intégrer tout simplement ces composants et s'en servir directement. Très souvent, les bactéries évoluent dans un milieu qui n'est pas si riche que ce que l'on utilise dans le laboratoire, et donc elles ont besoin d'incorporer des sources inorganiques d'azote. Ça, c'est beaucoup plus fréquent que l'incorporation de sources inorganiques de carbone.
Donc il y a énormément de bactéries qui peuvent incorporer de l'azote réduit sous forme d'ammoniac ou sel d'ammonium. Et ça peut être rapidement incorporé aux acides aminés. Et puis le groupement NH2 va être transféré à d'autres composantes comme dans les bases azotées. Si on n'a pas de sel d'ammonium dans les parages, mais on a du nitrate, plusieurs types de bactéries peuvent dépenser l'énergie métabolique et réduire le nitrate en ammonium ou sel d'ammoniac. Et donc, ce processus s'appelle la réduction des nitrates pour assimilation. Et il y a quand même certaines bactéries qui sont capables de réduire le dinitrogène en ammonium, notamment donc, bactéries du genre Rhizobium, qui sont les bactéries symbiotiques dont les racines des légumineuses, et les cyanobactéries. Donc, les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques qui sont capables de vivre pratiquement sans rien. Okay, donc, elles fixent le CO2, donc utilisent une source inorganique de carbone et sont capables de diviser le dinitrogène dans l'atmosphère pour leurs besoins en azote. Et avec de la lumière, elles savent fabriquer tout. Et donc ça, c'est la source d'azote qui est de loin la plus difficile à exploiter. Parce que le dinitrogène, c'est extrêmement stable chimiquement. Quelqu'un connaît le processus chimique pour produire l'ammonium à partir de dinitrogène? Processus industriel super important pour l'agriculture. Processus de Haber, personne ne connaît ça? Ouais, je pense, je sais pas moi, c'est du chauvinisme français, c'est un truc allemand, donc on ne le connaît pas. Donc, extrêmement important, hein. Probablement la réaction chimique la plus importante dans le monde. Hein. C'est pour ça qu'on peut manger suffisamment, parce qu'on produit une tonne d'engrais chimiques par le processus de Haber. Pour faire ça dans une réaction chimique, on a besoin de mettre énormément de pression, chauffer, mettre un catalyste en fer, et donc il faut rajouter une tonne d'énergie pour faire fonctionner cette réaction de réduction de dinitrogène en ammonium. Et les cyanobactéries, les bactéries qui fixent le nitrogène, l'azote, sont capables de faire ça. C'est vraiment une prouesse biochimique extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme besoin nutritif? Le phosphore et le soufre. Pareil, ces deux éléments peuvent être apportés sous forme déjà incorporée dans les molécules organiques. Donc, pour le phosphore, il peut être présent dans les phospholipides, tout ce qui est nucléotides. Okay, l'ATP, les DNA, l'ARN, l'ADN contient phosphoribose, donc on peut récupérer le phosphate à partir de ces sources-là. Souvent, ça ne peut pas être présent sous forme organique en quantité suffisante, donc énormément de bactéries sont capables de récupérer du phosphate inorganique et de l'incorporer dans des biomolécules. Et c'est souvent avec le fer l'élément qui est le facteur limitant pour la croissance des bactéries. Alors le soufre, pareil, peut être présent dans les acides aminés soufrés, la méthionine et la cystéine. Sinon, si on a du soufre réduit, sulfide d'hydrogène, on peut l'incorporer directement à la cystéine. Et si on a des formes oxydées de soufre, comme le sulfate, d'abord la bactérie va dépenser de l'énergie métabolique pour le réduire en sulfide, et c'est ça qui peut être incorporé dans la cystéine. Donc c'est la réduction de sulfate pour l'assimilation. Donc toute bactérie a besoin d'un peu de sels minéraux. Donc potassium, sodium, magnésium, chlore en quantité assez importante pour l'équilibre osmotique à l'intérieur de la cellule, et en quantité un peu moins importante des oligoéléments, comme le manganèse, le cobalt ou le fer.
Donc ces métaux sont des cofacteurs d'enzymes essentiels. Et le fer, on aura besoin de beaucoup plus de fer que les autres. Parce que les protéines avec des complexes de fer, soit fer-soufre, soit des groupes M, comme dans l'hémoglobine, sont essentiels pour beaucoup d'actions d'oxydoréduction à l'intérieur de la bactérie. Donc on a besoin de beaucoup plus de fer que les autres oligoéléments. Et souvent, ça c'est un facteur limitant avec le phosphore de la croissance des bactéries dans le milieu naturel. Et finalement, certaines bactéries ont peut-être besoin de vitamines, de facteurs de croissance. Souvent, les vitamines thiamine B1 et la biotine B7, qui sont des cofacteurs de multiples enzymes. Donc la thiamine pour les transferts de 2 carbones et la biotine pour les transferts d'un seul carbone entre différentes molécules. Alors, en bas de la diapositive ici, on a le truc là qui est apparu en premier, prototrophe versus auxotrophe. Ce sont les termes qui doivent être collés à une molécule complexe ou un type de molécule complexe que la bactérie sait fabriquer par elle-même ou ne sait pas fabriquer. Donc quand on parle de prototrophe ou auxotrophe, on est prototrophe pour quelque chose, pour des acides aminés, pour les purines ou les pyridines ou pour les vitamines. Donc, une bactérie qui est prototrophe pour la thiamine est capable de fabriquer de la thiamine. Donc, on n'a pas besoin de l'ajouter au milieu de culture. Tandis qu'une bactérie qui est auxotrophe pour la thiamine a besoin de la thiamine. Donc, il faut la rajouter. Donc, selon la souche de la bactérie, soit elle est prototrophe pour tout, et donc elle peut synthétiser tous les acides aminés, les bases azotées et tous les cofacteurs des différents enzymes qu'il faut, ou alors elle peut être auxotrophe pour certaines de ces voies métaboliques. Donc, prototrophe et auxotrophe, c'est toujours en lien avec un type de molécule organique complexe. Alors, donc les types nutritionnels. Donc ça, c'est les besoins nutritifs. Donc les types nutritionnels des bactéries. Donc c'est un truc en bactériologie classique. On va caractériser les types nutritionnels en fonction de la source d'énergie utilisée par la bactérie. Donc si on utilise la lumière, les bactéries sont phototrophes. Et on utilise une réaction chimique comme source d'énergie, les bactéries sont qualifiées de chimiotrophes. Ensuite, toutes les bactéries ont besoin d'une source d'électrons, donc un pouvoir réducteur pour les besoins du métabolisme. Et la source d'électrons peut être organique, auquel cas nos bactéries sont organotrophes, ou inorganiques, auquel cas nos bactéries sont qualifiées de lithotrophes. Donc, les sources d'électrons inorganiques peuvent être le sulfide, l'ammoniac, des dihydrogènes, éventuellement de l'eau pour les cyanobactéries. Et toutes les bactéries ont besoin d'une source de carbone qui peut être, comme on avait dit tout à l'heure, organique ou inorganique. Donc, qui nous donne la distinction hétérotrophe et autotrophe. Donc, on a 3 caractéristiques et 2 catégories dans chaque caractère. Donc, ça doit nous donner 8 types de nutritionnels de bactéries. Si on a toutes les combinaisons 2 par 2 possibles. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, j'ai essayé de présenter dans les différents cas, les différents types nutritionnels théoriquement possibles. Donc, en divisant 2 par 2 progressivement. Donc, ici, on a des phototrophes, des chimiotrophes, photo-organo-hétérotrophes, photo-litho-autotrophes.
Cette case vide-là, ce seraient des bactéries photo-organo-autotrophes. Donc, il y a des cases vides et on va essayer de comprendre pourquoi à la fin de la diapositive. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme bactéries photo-litho-autotrophes? Donc, ce sont des bactéries photosynthétiques qui se servent d'une source inorganique de carbone et une source d'électrons inorganiques. Donc ça, ce sont par exemple des cyanobactéries et les bactéries sulfureuses de vertébrés. Il existe aussi des bactéries photosynthétiques qui sont photo-organo-hétérotrophes. Source d'énergie, la lumière, mais elles utilisent le carbone organique comme pour construire leurs cellules et aussi comme source d'électrons. Chez les chimiotrophes, on a énormément de chimio-organo-hétérotrophes. Ça, c'est la plupart des bactéries non photosynthétiques. Ils utilisent le carbone organique comme source d'énergie, électrons, et elles synthétisent tout à partir de ce carbone organique. Et on a pas mal de chimio-litho-autotrophes. Bactéries qui sont capables de fixer du carbone inorganique et utilisent une réaction chimique basée sur l'extraction d'électrons à partir d'une molécule inorganique comme source d'énergie. Alors, pourquoi ces cases sont vides? Pourquoi il n'existe pas de bactéries photo-organo-autotrophes? Donc, si elle existait, ce type de bactérie, elle serait photosynthétique, elle aurait besoin d'une source organique pour retirer les électrons. Mais elle fixerait du carbone inorganique. Mais ça n'a pas de sens. Donc s'il y a du carbone organique qui est disponible comme source d'électrons, ben, on va s'en servir en direct pour fabriquer tous les composants de la cellule. Donc en termes de stratégie et rendement d'efficacité du métabolisme énergétique, ça ne pourrait jamais marcher. Pareil ici, c'est un peu la même question. Si on avait une bactérie photo-litho-hétérotrophe, ça voudrait dire que notre bactérie, je sais pas, ouais, ça peut peut-être marcher ça. Elle utiliserait du carbone organique qui serait disponible pour fabriquer des composants cellulaires, mais elle n'utiliserait pas cette source de carbone organique comme source d'électrons. Et pourtant, c'est une bonne source. Donc ça non plus, c'est pas très efficace comme système. Et c'est un peu le même raisonnement ici, là. Donc il n'existe pas de bactéries chimio-organo-autotrophes. Si vous avez du carbone organique disponible pour construire des cellules, bah, vous allez l'utiliser comme pour produire de l'énergie. Vous allez l'utiliser pour construire votre cellule aussi. Ok, est-ce que ça c'est clair? Donc toutes ces cases-là sont pas, ça n'existe pas les bactéries de ce type-là. Ok, donc quelques exemples concrets. Donc les cyanobactéries comme Anabina sont des autotrophes, utilisation de lumière comme source d'énergie, de l'eau comme source d'électrons et le CO2, source inorganique de carbone. Nitrosomonas, une bactérie chimio-litho-autotrophe, utilise le CO2 comme source de carbone, donc il est capable de fixer et réduire le CO2 pour fabriquer des sucres, du carbohydrate et des lipides. Et son métabolisme énergétique est basé sur l'oxydation d'ammoniac en nitrite. Donc, sa source d'énergie, c'est en réaction chimique, et sa source d'électrons, pour réduire le CO2 en carbohydrate, c'est pareil, c'est l'ammoniac. Et les bactéries hétérotrophes, par exemple, Escherichia coli, on a besoin d'y apporter du carbone organique pour ses besoins de énergie, électrons et
apport en carbone pour fabriquer tous les composants organiques de la cellule. Ok, donc pour voir si vous avez compris ça, imaginez que vous avez une bactérie qui est capable de pousser dans un milieu qui contient l'ammoniac et le bicarbonate. On présente de la lumière et si on met la biotine. Quelle est la description des besoins nutritifs et du type nutritionnel de cette bactérie? Tout le monde a fait son idée sur ça, sur la question? Ok, qui dit qu'elle est forcément une photolitho-hétérotrophe prototrophe pour la biotine? Qui dit ça? Nobody. C'est une photolitho-autotrophe prototrophe pour la biotine. Qui dit ça? Une personne. Qui dit c'est une photolitho-autotrophe auxotrophe pour la biotine? Quelques-uns. Et qui dit que c'est une photo-organo-hétérotrophe auxotrophe pour la biotine? Quelques-uns aussi. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui se mouillent pas là. Hein. Ok, comment alors? Bon, c'est forcément photo, hein, parce qu'elle peut croître qu'en présence de la lumière. Donc on a besoin de la lumière pour l'apport en énergie. Ok, ça c'est bon. Alors, est-ce que c'est une autotrophe ou un hétérotrophe? Ben, on n'a que le bicarbonate, carbone inorganique, comme apport en carbone. C'est le CO2 dissous dans l'eau, hein, le bicarbonate. Donc c'est forcément une photolitho-autotrophe, parce qu'une hétérotrophe va utiliser a besoin de carbone organique. Il n'y en a pas dans ce milieu. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est une photolitho-autotrophe. Et est-ce qu'elle est prototrophe pour la biotine ou auxotrophe? Elle a besoin de la biotine, donc elle est auxotrophe pour la biotine. Auxotrophe, à fabriquer, et ça doit être apporté dans le milieu. Donc la bonne réponse est celle-ci. Ouais, voilà. Tout le monde est OK avec ça. Si vous n'êtes pas OK, vous revenez à la fin et puis on essaiera de discuter. Pas de problème. Donc ça, ce sont nos différents types nutritionnels de bactéries. Alors, si on veut étudier les bactéries, on a besoin de les cultiver. Et on a besoin de les faire pousser, les faire croître dans le laboratoire. Et il y a différents types de milieux pour le faire. Donc, ce que l'on appelle un milieu défini, c'est un milieu de culture dans lequel on connaît précisément tous les composants. Donc, on peut aussi appeler ça un milieu synthétique. Et des fois, on parle d'un milieu minimum où on met vraiment le strict minimum nécessaire sans apport particulier. Donc, un exemple ici d'un milieu minimum pour la croissance de bactéries chimio-hétérotrophes serait ici. Donc, j'ai une sorte de carbone organique, de glucose, et puis pour tout le reste, j'ai un apport inorganique. Donc, j'ai du phosphate inorganique, j'ai du sulfate, j'ai de l'azote inorganique sous forme d'ammoniac, de sel d'ammoniac ici. J'ai du sodium, j'ai du potassium, j'ai un peu de chlore, j'ai un peu de calcium, j'ai un peu de magnésium. J'ai un peu de fer. Alors,
qu'est-ce qui manque ici par rapport à notre listing tout à l'heure de besoins nutritifs de toute bactérie? Imaginons qu'elle est prototrophe pour tout, là. Les bactéries qui poussent dedans peuvent être prototrophes. Donc, elles peuvent fabriquer la thiamine, la biotine. Ils n'ont pas besoin de facteurs de croissance particuliers. Néanmoins, il manque quelque chose. Non, pas d'idée. On va revenir. Source de carbone organique, est-ce qu'on a ça? Oui. Source d'azote? Oui, on a l'ammoniac. Source de phosphore? Oui, on avait des sels de phosphate. Source de soufre? Oui, on avait des sels de sulfate. Sels minéraux? Oui, on avait tout ça. On a le fer. Mais on n'a pas ça. Et pourtant, j'avais dit dans le cours tout à l'heure que c'était essentiel. Comment se fait-il que mes bactéries arrivent à pousser si je ne leur en mets pas? Alors, je vais vous donner un petit indice. Quand on fabrique un milieu comme ça, on va commander la qualité de chlorure de calcium le moins cher. La qualité de hydrophosphate disodique le moins cher. Qu'est-ce qu'il va y avoir si dans mon catalogue Sigma, quand je commande les composés chimiques, pas très chers? Si jamais vous feuilletez un catalogue comme ça, vous allez avoir tout un tas de tarifs pour les composés chimiques. Et le plus cher, c'est le plus pur. Le moins cher, c'est le moins pur. Donc, dans un sel minéral qui n'est pas pur à 100,000%, on a des impuretés. Et souvent, ce sont des sels d'autres minéraux. Donc, on a probablement ici, dans le chlorure de calcium, dans le sulfate de fer, on a probablement un peu d'autres métaux qui traînent. Et des oligoéléments, le manganèse, le cobalt, etc., on a besoin d'une toute petite quantité. Donc, on n'a pas besoin de les rajouter. Donc, si on veut étudier les besoins précis de bactéries en oligoéléments, il faut au contraire commander les composés chimiques le plus purs qu'on puisse avoir, et puis rajouter un micromole de cobalt, un microgramme par ml de manganèse, etc., pour définir vraiment ce qui est vraiment nécessaire pour les bactéries et ce qui ne l'est pas. Donc c'est ça un petit peu l'utilité de milieux synthétiques, de milieux définis. On peut, en jouant avec les composantes de notre milieu défini, on peut déterminer quels sont vraiment et précisément les besoins nutritifs de telle ou telle souche de bactéries. Donc souvent, on ne commence pas avec ça. On peut tester différents milieux définis dans un deuxième temps, une fois qu'on a réussi à cultiver notre bactérie sur un milieu complexe. Et dans un milieu complexe, plusieurs composants chimiques ne sont pas connus ou définis précisément. Et un exemple de milieu complexe, c'est le milieu LB, très fréquemment utilisé. Donc on a des peptones, c'est-à-dire on prend une sorte de protéine, l'extrait de soja, de la viande, et on va le bouillir pour fabriquer un hydrolysat de protéines. Bouillir et traiter avec des enzymes, comme les trypsines pour casser les protéines. Donc on a des courtes peptides qui sont en solution via les peptones. L'extrait de levure, donc des levures que l'on va casser et lyophiliser. Donc c'est un extrait de cellules, donc il doit contenir tout ce dont a besoin une cellule. Donc là-dedans, on a tous les vitamines, les bases azotées, acides gras, acides aminés, etc. On a tout là-dedans. Mais on ne sait pas exactement. On a un milieu complexe avec tout un tas de composants chimiques. On peut aussi appeler ça un milieu riche.
Et donc, ce type de milieu permet de cultiver de nombreuses chimio-hétérotrophes qui sont non fastidieuses, c'est-à-dire elles n'ont pas de besoin nutritif particulier. Donc, on peut commencer par les cultiver sur des milieux complexes, sans vraiment savoir est-ce que cette bactérie est capable de synthétiser tous les acides aminés, est-ce qu'elle est capable de synthétiser sa propre biotine, etc. On met un milieu complexe, là où il y a tout dedans, et souvent ça pousse. Mais ça ne marche pas pour toutes les bactéries. Et pour certaines souches de bactéries, elles peuvent pousser un petit peu, mais ça ne marche pas très très bien. Dans ce cas-là, il faut tenter d'utiliser un milieu enrichi. Et un milieu enrichi, c'est un milieu complexe dans lequel on a additionné quelque chose qui aide certains types de bactéries à pousser. Donc un exemple d'un milieu enrichi très utilisé en microbiologie clinique, c'est un gélososant. Donc on va préparer, on va mettre 17 grammes de tryptone de caséine, 3 grammes de peptone de soja, un peu de sel, un peu d'agar. Donc déjà, ça c'est un milieu complexe. On met ça à bouillir, notre agar va se liquéfier, on refroidit à 50 degrés et on ajoute 50 ml par litre de sang de mouton stérile. Et dans le sang de mouton, on a des composants chimiques de cellules d'eucaryotes qui sont peut-être nécessaires pour la croissance ou favorisent la croissance peut-être de bactéries pathogènes qui infectent des animaux et éventuellement des humains. Donc ça, c'est utile pour cultiver des chimio-hétérotrophes un peu qu'on peut qualifier de fastidieuses. On a besoin de leur donner un apport un peu en plus. Donc les streptocoquilles ou les listeria par exemple. Donc ça, c'est un exemple de... Je crois que ce sont des streptocoques sur une boîte de gélososant. Ceci dit, il n'y a pas de hémolyse, donc c'est peut-être les listeria. Ok, si vous vous souvenez de la semaine dernière, et on voulait cultiver les mycoplasmes sur un gélose. C'est possible, il y a certaines souches qui peuvent pousser. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter comme nutriments spécifiques pour enrichir les mycoplasmes? Qu'est-ce que j'avais dit? Ce sont des bactéries qui poussent sans peptidoglycane dans la paroi. Ce sont des parasites obligatoires sur les cellules eucaryotes qui soutirent quelque chose de leurs cellules hôtes qui leur permet d'avoir une membrane plutôt rigide. Oui, le cholestérol. Donc, si on veut avoir un milieu enrichi pour les mycoplasmes, il faut mettre du cholestérol. Parce qu'on sait que ces bactéries-là en ont besoin. Elles ne savent pas le fabriquer elles-mêmes. Donc, voilà. Milieu enrichi, on rajoute quelque chose qui favorise ou qui est nécessaire pour la croissance de les bactéries qui nous intéressent. À l'inverse, c'est un peu l'opposé. Il existe aussi des milieux sélectifs. Donc un milieu sélectif, c'est un milieu riche, un milieu complexe, dans lequel on ajoute quelque chose qui va inhiber la croissance des bactéries qui ne nous intéressent pas. Ou alors qui favorise la croissance de celles qui nous intéressent. Donc il en existe plein qui sont très fréquemment utilisés. Donc le milieu Chapman, par exemple, c'est un milieu sélectif pour les bactéries halophiles ou halotolérantes, parce qu'il y a une très forte concentration en sel. Le milieu Parker, c'est un milieu sélectif pour les staphylocoques, parce que les sels chlorure de lithium et de tellurite peuvent inhiber la croissance de la majorité des bactéries gram plus et gram moins. Surtout la tellurite. Donc le tellurium,
c'est un métal lourd qui est toxique. Et pour pousser en présence de tellurite, les bactéries doivent le métaboliser et en forme réduite. Et le réduire en telluride. Et donc, les staphylocoques sont capables de le faire. Donc, le deuxième composant sélectif dans le Baird Parker, c'est la présence de pyruvate et de glycine, qui sont les sources de carbone organique très bien utilisées, préférentiellement utilisées par les staphylocoques. Pas tellement le glucose. Donc, absence de glucose, présence de pyruvate et de glycine, ça favorise la croissance des staphylocoques par rapport à d'autres bactéries résistantes au chlorure de lithium et au tellurite. Un autre exemple, c'est le milieu Macankey, qui contient des sels biliaires qui sont toxiques, qui tuent les bactéries Gram+. Donc c'est un milieu qui est sélectif pour les bactéries Gram-. Donc si on utilise ces types de géleuses, bon, on peut enrichir pour certains types de bactéries et inhiber la croissance de d'autres. Donc quand on a un mélange complexe, des bactéries de l'intestin par exemple, plein de souches différentes, si on veut uniquement cultiver les staphylocoques, parce que Staphylococcus aureus peut donner des gastroentérites, on va utiliser un milieu de type Baird Parker. Si on veut voir si on a un salmonelle ou un Escherichia coli pathogène, on va utiliser un milieu tel que le Macankey. Donc, à côté des milieux sélectifs, on a aussi des milieux différentiels. Dans les milieux différentiels, on a rajouté quelques composants, souvent colorés, qui permettent de différencier certaines souches de bactéries, grâce à une activité enzymatique particulière que possède cette bactérie et pas les autres. Donc, chez le milieu de Chapman, c'est la présence du mannitol qui est notre agent ou notre composant sélectif. Parce que les staphylocoques, qui sont résistantes aux forcelles, parmi les staphylocoques, il y en a qui sont mannitol plus et d'autres qui sont mannitol neg. Les mannitol plus sont majoritairement les Staphylococcus aureus. Donc, par exemple, ici, ça c'est une boîte de milieu de Chapman. Staphylococcus epidermidis ne fermente pas le mannitol, donc n'acidifie pas les géleuses. Staphylococcus aureus fermente le mannitol, donc la géleuse qui ici devient acide et le colorant, je pense que c'est le rouge de phénol qui est dans la boîte, vire au jaune. Donc ça c'est notre indicateur colorant visuel de la présence de la fermentation de mannitol par ces bactéries. Chez le Baird Parker, la tellurite, c'est un élément sélectif, c'est aussi un élément différentiel, parce que lors de sa réduction, ça va donner une coloration noire à la colonie. Mais les Staphylococcus aureus ne sont pas les seules bactéries qui survivent à la tellurite et donnent une colonie noire. Donc, il faut un deuxième indicateur. Donc, il y a le jaune d'œuf dans la géleuse qui contient du lécithine. Et les staphylocoques sécrètent une activité lécitinase. Donc, ce qui est spécifique des Staphylococcus aureus, c'est les colonies noires avec un halo clair dans la géleuse Baird Parker. Chez le Macankey, notre élément différentiel, c'est le lactose. Donc, les bactéries qui sont capables de fermenter le lactose vont s'acidifier et ça se verra par une coloration rose des colonies via, je ne sais pas ce que c'est là, je me demande si ce n'est pas le rouge neutre qui est dans la boîte, il faut vérifier ça. Donc, les coliformes, c'est la définition d'un coliforme, c'est une bactérie Gram-, bacille Gram- qui fermente le lactose. Et donc, ça c'est un Gram- lactose neg. Ce sont des bactéries Gram- lactose positive. Ok. Donc on va voir si vous avez compris
un petit peu ça. Donc la gélose SS qui existe, ce n'est pas un truc inventé. C'est pour identifier des shigelles et des salmonelles. Contient des peptones, l'extron de viande, des sels biliaires, le lactose et le citrate de fer et le thiosulfate de sodium. Alors, comment peut-on qualifier ce milieu? Plusieurs réponses correctes. Ok, ça va, on va commencer à regarder. Alors, c'est un milieu défini. Qui dit oui? Ah, personne. Alors, c'est un milieu complexe. Qui dit ça? Oui, exact. C'est un milieu complexe. On a des peptones, extraits de viande. C'est un truc pas trop précis. Milieu complexe, oui. C'est un milieu sélectif pour les salmonelles. Qui dit oui? Quelques-uns, la plupart disent non. C'est un milieu différentiel pour les grands moins. Qui dit oui? Quelques-uns. C'est un milieu sélectif pour les grands moins. Qui dit ça? Quelques-uns, à peu près pas grand monde quand même. C'est un milieu différentiel pour les salmonelles. Qui dit oui? Ouais, ok, la plupart, ça c'est correct ça. Milieu différentiel pour les salmonelles. Mais ce n'est pas vraiment un milieu sélectif pour les salmonelles. Ce n'est pas que des salmonelles qui peuvent pousser sur ce milieu. Qu'est-ce qu'on a dedans comme agent sélectif là? C'est comme dans le McConkey, c'est des sels biliaires. Donc ça va inhiber la croissance de bactéries Gram+, comme dans le milieu de McConkey. Donc c'est un milieu qui est sélectif pour les grands moins. Sélectif pour les grands moins et différentiel pour les salmonelles. Et ce qui se passe ici, c'est que on a le citrate de fer et le thiosulfate de sodium. Donc les salmonelles sont capables d'utiliser le thiosulfate de sodium comme source non accepteur d'électrons lors de la respiration. Donc le thiosulfate ici sera induit en sulfide qui réagit avec le fer et c'est ça qui précipite, ce qui donne des colonies noires. Les Escherichia coli et les shigelles ne font pas ça. Escherichia coli, pas de production de sulfide, mais ils vont faire monter le lactose, dont les colonies vont être roses, et les shigelles ne réduisent pas le soufre, ne fermentent pas de lactose, c'est pour ça que les colonies sont claires. Donc c'est différentiel coliforme, Shigella et Salmonella, cette gélose. Ok, donc on va passer sur une partie du cours qui est pas forcément passionnante, mais c'est néanmoins nécessaire. Et bon, je vois ce que vous êtes en train de me dire, mais quoi, c'était intéressant avant, mais c'est quoi ça? Ça va être pire? Non. Disons qu'on va continuer un peu dans la même ligne, quoi. Mais néanmoins, ce sont des trucs absolument essentiels et il faut maîtriser ces éléments de base avant d'aller plus loin en microbiologie. Donc, la base de toute science, c'est la quantification. Donc, si on veut comprendre la croissance des bactéries, on doit être capable de les quantifier. Et donc, la technique classique
pour quantifier le nombre de bactéries vivantes que j'ai dans un échantillon, c'est de prendre mon échantillon, de faire une série de dilutions en cascade, et puis d'étaler chacune de ces dilutions sur une boîte de pétri. Je mets dans l'incubateur, je regarde le lendemain ou dans 2 jours éventuellement, 2 ou 3 jours, et au bout d'un moment, des colonies vont se développer. Une colonie, c'est là où j'avais une bactérie vivante qui s'est déposée à la surface de la gélose et qui s'est ensuite dédoublée. Ensuite, est devenu 4 bactéries, 8, 16, etc. Et ça a poussé jusqu'à ce que j'ai suffisamment de bactéries pour voir la colonie direct sur la boîte de gélose. Et une colonie égale une bactérie vivante au départ dans mon échantillon. Ça, c'est extrêmement important dans toute la bactériologie parce que si on isole une colonie, ça veut dire que j'ai une population clonale. Cette colonie venait d'une seule bactérie initialement. Donc c'est comme ça que je peux obtenir une culture pure d'une souche de bactéries. Très importante comme technique basique en bactériologie. Néanmoins, pour la quantification, ce qu'on fait, c'est qu'on dénombre le nombre de colonies sur la géleuse et je multiplie par le facteur de dilution et ça va me donner la mesure de bactéries vivantes dans mon échantillon en unité forme en colonie par ml. Ça, vous allez le faire en TP et vous allez aussi effectuer des mesures par turbidimétrie. Donc, si j'ai un milieu liquide qui ne contient pas de particules, si je passe une lumière à une longueur d'onde de 600 nanomètres, ça sera une transmission de 100%, une densité optique de 0. Mais si ma bactérie commence à pousser, cette lumière à 600 nanomètres sera déviée par une bactérie en suspension. Et plus j'ai de bactéries dans ma suspension, moins de lumière passera, moins que la lumière passera. Et donc, plus la densité optique à 600 nanomètres sera élevée. Donc, j'aurai une relation directe entre le nombre de bactéries en suspension et la densité optique à 600 nanomètres. Mais, par contre, tout ce que je mesure là, c'est que j'ai une particule en suspension. Je ne sais pas si ma bactérie est vivante ou morte. Et la nature, la relation entre, la relation précise entre la DO 600 nanomètres et le nombre de bactéries en suspension sera différente selon la souche de la bactérie, parce que, évidemment, les petites coques vont disperser la lumière moins qu'une grosse bactérie en forme de bâtonnet. Donc la taille et la forme de la bactérie va me donner des ratios différents entre DO et le nombre de bactéries par ml. Donc dans le TP, vous verrez qu'il y a un facteur de 10 de différence, c'est à cause de ça. Donc, une expérience classique en bactériologie, c'est d'étudier la croissance de bactéries en milieu fermé. Donc, ce que l'on fait dans ce type de manip, c'est qu'on prend un Erlen, 100 ml de milieu complexe, que l'on sait supporte la croissance de notre bactérie. On va inoculer, je ne sais pas, 1 ml de suspension de bactéries dans cet Erlen, et on va le mettre dans l'incubateur sous agitation pour permettre de l'oxygène de bien diffuser dans l'Erlen. Et je prélève à différents temps. Et à différents temps, je vais quantifier combien j'ai de bactéries vivantes dans mon Erlen. Combien d'ml, quelle est la concentration de bactéries vivantes. Et pour énormément de bactéries, on obtient des courbes de ce type. Composées d'abord d'une phase de latence. Donc j'ensemence des bactéries, mais pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, le nombre de bactéries vivantes n'augmente pas. Pourquoi? Parce que des fois, si on change les bactéries d'un milieu à un autre, les bactéries s'étaient adaptées à notre premier milieu.
Et dans le deuxième milieu, et peut-être différents sucres, différents apports en carbone, en azote et tout ça. Donc la bactérie a besoin de s'adapter au nouveau milieu. Elle doit donc synthétiser les enzymes qu'il faut pour métaboliser ce qu'il y a dans le nouveau milieu avant de commencer à se diviser. Donc ça, c'est une raison pour la phase de latence. Une deuxième raison, c'est que dans une culture un peu vieille, c'est-à-dire on est allé jusqu'à la fin de notre courbe de croissance, donc je commence à avoir des bactéries qui meurent, ces bactéries-là ne sont pas en phase de croissance, elles sont en phase de mort ou en phase stationnaire. Et ces bactéries-là ne sont pas dans un état prêt pour se diviser. Donc si on les remet dans un milieu riche, il faut pareil qu'elles ajustent leur métabolisme pour commencer à se diviser. Donc ça, c'est la phase de latence. Ensuite, on a une phase de croissance exponentielle. Et pendant cette phase-là, on a un dédoublement du nombre de bactéries régulier avec un dédoublement par laps de temps. Donc souvent, cette phase dure quelques heures et puis on finit par avoir touché un plateau qu'on appelle la phase stationnaire. Et pour un bon nombre de bactéries, cette phase stationnaire, c'est un 10 puissance 9 bactéries par ml. Ici, le graphique n'est pas précis, mais ce n'est pas super exact, mais c'est une illustration. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la phase stationnaire? Deux choses. C'est quand les nutriments commencent à manquer et aussi les produits toxiques du métabolisme peuvent s'accumuler un peu trop. Donc, par exemple, les bactéries fermentaires peuvent produire les produits de fermentation acides et le pH du milieu peut diminuer et ça peut inhiber la croissance. Donc, on a deux choses. Manque de nutriments, accumulation de produits toxiques. Donc, les bactéries ici sont vivantes, on peut les cultiver, mais elles ne se divisent pas. Donc, ce qui se passe pendant cette phase-là, la phase de stationnaire, c'est que les bactéries commencent à renforcer la paroi. Donc, il y a moins d'autolysines qui sont nécessaires pour la division cellulaire, mais la synthèse du peptidoglycane continue, donc la paroi devient plus épaisse, plus imperméable. Elles produisent des protéines dites de carence, par exemple des chaperones qui peuvent empêcher différentes protéines de la bactérie de se dénaturer et les aident à se replier quand elles sont abîmées. Donc c'est une adaptation parce que la bactérie sait qu'elle commence à être en carence nutritive, donc elle ne pourra pas resynthétiser énormément de protéines. Donc il faut essayer de réparer celles qui sont là déjà pour un peu mieux résister. Donc c'est une adaptation pour résister à des conditions de vie qui deviennent un peu plus dures, ce qui se passe pendant la phase stationnaire. Et elles deviennent moins aptes à se répliquer. Donc si on remet ces bactéries-là en culture dans un milieu frais, bah, elles vont remettre en phase de latence pour se remettre en état pour se diviser. Et finalement, dernière phase, si on continue, bon, bah, elles ont fait ce qu'elles ont pu, c'est pour vos bactéries pour résister aux conditions difficiles, mais ça ne dure pas éternellement. Donc petit à petit, si on continue à la culture, on aura de moins en moins de bactéries vivantes et on aura une mort de nos cellules. Ou peut-être pas. Parce que un autre concept dans la courbe de croissance de nombreuses bactéries, c'est qu'à la fin, après la phase stationnaire, les bactéries ne vont pas réellement mourir, mais vont devenir viables, mais non cultivables. Donc elles sont non cultivables, donc quand je fais le dénombrement sur boîte de gélose, bah, elles ne donnent pas de colonies, mais elles peuvent être viables parce que si on teste, bon, si on regarde, on voit que la paroi et la membrane restent intactes et on peut détecter une activité métabolique chez ces cellules qui ne donnent pas de colonies sur boîte de gélose.
et dans certaines conditions, on peut les réactiver. Donc ici, c'est une illustration de ce qui se passe en phase dite de mort dans une culture fermée. Donc la ligne en à droite ici représente la décroissance en nombre de bactéries vivantes que l'on voit en CFU par ml. Donc on finit par avoir 0 cellules vivantes. Tandis que si on essaie de quantifier le nombre de cellules qui sont viables, membrane intacte avec une activité métabolique, ça diminue un petit peu, mais en fait, ces cellules viables non cultivables résistent beaucoup moins, beaucoup mieux, beaucoup plus loin que les bactéries que l'on peut cultiver. Et donc, cette forme, ou cette étape viable mais non cultivable, ça a été observé pour des dizaines de souches de bactéries, y compris plusieurs pathogènes pour l'homme ou pour des animaux. Et donc, c'est comme une sorte de différenciation, c'est une réponse à la bactérie, aux conditions de croissance qui sont vraiment très mauvaises, qui essayent de mettre la bactérie en forme dormante pour se réactiver plus tard. Donc, surtout important pour les bactéries gram-, qui ne peuvent pas former d'endospores. On a vu la semaine dernière, les endospores, c'est une forme de cellules latentes extrêmement résistantes qui peut se réactiver plus tard. Donc on pense que les bactéries viables non cultivables, c'est un peu, structurellement, ce n'est pas la même chose, mais en termes de fonction, à quoi ça sert pour la bactérie d'avoir ce type de cellules? C'est ça. C'est de éteindre au maximum l'activité métabolique et rester en dormance jusqu'à ce que ça va mieux. Et ça, c'est un peu un problème pour l'industrie agroalimentaire, parce que dans beaucoup de laboratoires, quand on fait le contrôle de qualité de, je sais pas, d'une préparation de bœuf haché pour faire des hamburgers Charal ou quelque chose comme ça, le contrôle qualité est fait par des techniques classiques. On va faire des étalements sur boîte sélectifs et différentiels pour détecter la présence de germes aérobies totales, de salmonelle, de listeria, etc. Mais si j'ai des bactéries viables non cultivables, ça a l'air négatif, mais peut-être c'est pas tout à fait indemne de bactéries non plus. Et donc on ne sait pas encore si c'est vraiment important ou pas. Mais néanmoins, la question est posée un petit peu là. Est-ce que les techniques actuelles sont suffisantes pour détecter toutes les contaminations potentielles à cause de cet état des bactéries viables mais non cultivables? Alors là, peut-être la dernière chose que nous avons à faire maintenant, c'est de comprendre le temps de doublement des bactéries. Et ça, c'est un caractère spécifique de certaines souches des bactéries. Et c'est quelque chose que l'on peut calculer dans la phase exponentielle de croissance. Et la phase exponentielle de croissance est facile à voir quand on exprime les résultats sur une échelle logarithmique ici, mais ce n'est pas si facile à voir quand on est sur une échelle linéaire. Donc ça, c'est exactement les mêmes données. Et ici, c'est un peu difficile pour moi de savoir quand est-ce que ma phase de croissance exponentielle démarre et quand est-ce qu'elle finit. Ici, quand j'ai une phase qui est en ligne droite sur une échelle logarithmique, je sais que je suis dans la phase exponentielle. Donc la première chose dans ce processus, c'est de transformer des valeurs de CFU par ml en valeurs log. Et ça va être extrêmement utile pour calculer le temps de dédoublement. Donc ce que l'on veut savoir, donc on sait que la croissance bactérienne, j'ai une cellule, elle va se dédoubler. Et ensuite, ces deux cellules vont se redoubler, vont devenir 4. Et je veux savoir combien de temps il faut pour qu'une cellule se divise et forme deux cellules. Et donc, je vais prendre un temps ici et un temps là-bas pendant la phase exponentielle. Ça, c'est mon temps 0, ça, c'est mon temps t. Et je vais mesurer combien j'ai de bactéries par ml à temps 0 et à temps t. Et je vais postuler qu'en fait,
le nombre de bactéries que j'ai à mon temps t, c'est le nombre que j'avais à temps 0 multiplié par 2 puissance n. Et n, c'est le nombre de générations. Donc, si mon n est 0, il y a eu 0 génération, 0 dédoublement de bactéries. 2 puissance 0, ça égale 1. Donc, j'ai le même nombre de bactéries au départ que j'avais, un nombre de bactéries à autant t que j'avais au départ. C'est normal, 0 dédoublement. Si mon n égale 1, j'ai eu un dédoublement, donc j'ai 2 fois plus de bactéries. Si mon n égale 2, bon, j'ai 4 fois plus, j'ai 2 dédoublements. Okay, donc ça, c'est l'équation. Et pour le résoudre, ce que l'on veut, c'est de connaître n, combien j'ai de dédoublements pendant le laps de temps que je connais, mon laps de temps t. Et donc, on va prendre les logarithmes. Pourquoi? Parce que ça nous permet, dans une deuxième étape, de prendre ces 2 puissance n et de le mettre devant mon log 2. C'est comme ça, les logarithmes, ça marche comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça devient facile de réorganiser mon équation et trouver n. Donc, je veux enlever log n0. Et ensuite, je veux diviser tout ça par log 2. Donc, ce qui me donne ça, et je pense qu'il y a une erreur dans le poly. Excusez-moi, donc j'ai remarqué ça ce matin. Donc ça, c'est correct. Dans le poly, je pense que j'ai oublié des parenthèses ici. Ou quelque chose comme ça. Donc, je fais ça. Et ça me donne mon calcul de n. Le nombre de dédoublements que j'avais observé pendant le temps t. Et dernière étape, c'est je veux connaître le temps de génération. Combien de temps il faut pour que les bactéries se dédoublent. Donc, je prends le temps t que je connais et je le divise par le nombre de dédoublements que j'ai observé pendant ce temps-là. Et ça me donne le temps de génération ou le temps de doublement. OK, donc, et ça, c'est, bon, combien de temps il faut pour qu'une bactérie se divise en deux pendant la phase exponentielle. Alors, quelques exemples. Donc, les bactéries qu'on a l'habitude de manipuler en TP, comme l'Escherichia coli, ce sont des bactéries qui poussent rapidement. Et ici, le temps de génération ici, c'est dans les conditions optimales. Vraiment, tout est au max, on donne le maximum de glucose, on est sûr qu'il y a plein d'oxygène tout le temps. Et dans ce cas-là, l'Escherichia coli peut se dédoubler en 0,35 heures, à peu près 20 minutes. Un tiers d'une heure, 20 minutes à peu près. Staphylococcus aureus se dédouble en une demi-heure. Donc ça, ce sont des bactéries qui poussent rapidement. D'autres bactéries, comme Mycobacterium tuberculosis, poussent très lentement. Un temps de dédoublement de 12 heures, 24 heures. Aussi, ces bactéries-là, donc ici, on est chez les chimio-hétérotrophes. Ce sont des bactéries qui utilisent le carbone anorganique et l'utilisent pour fabriquer leurs propres cellules et extraire leur énergie. Ici, on est chez les bactéries autotrophes. Anabina, c'est une cyanobactérie, bactérie photosynthétique. Rhodospirillum rubrum, c'est une bactérie photosynthétique. Nitrosomonas, une bactérie chimio-litho-autotrophe. Donc ces bactéries-là, surtout Anabina et Nitrosomonas, ont besoin de synthétiser tout à partir du carbone organique. Donc, et d'extraire l'énergie à partir de pas grand-chose pour Nitrosomonas, un processus inorganique. Donc en termes de biochimie, elles font beaucoup plus de boulot que par exemple notre Escherichia coli qui pousse dans un milieu riche. Donc c'est pas très étonnant qu'on a des temps de dédoublement qui sont beaucoup plus longs. 11 heures, 7 heures, ça c'est vraiment l'optimum. Donc en conditions standards, ça va être à peu près une journée pour un temps de dédoublement.
Donc ça change vraiment beaucoup pour étudier ce type de bactéries. Donc quand on lance une culture, il faut revenir 1 ou 2 semaines plus tard pour la récupérer. Parce que le temps de dédoublement est tellement long. Tellement long. Ok, on a un petit quart d'heure pour... je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vais vous laisser peut-être 5 minutes pour en discuter en groupe sur cette question-là. Donc, parce que le concept viable mais non cultivable, c'est un peu bizarre. Donc, comment on peut mettre en évidence que nos bactéries sont vraiment viables mais non cultivables et pas juste mortes? Donc, discutez entre vous pendant 5 minutes et on va essayer de mettre en commun quelques réponses dans la salle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manip pour mettre en évidence ce type d'état. Alors, est-ce que vous avez des idées, tous les deux là? Puisqu'on a dit que les bactéries viables mais non cultivables avaient toujours un métabolisme, et si on met en évidence ce métabolisme, par exemple en essayant de détecter des déchets métaboliques. Les déchets métaboliques, ouais, on peut faire ça. Par exemple, quoi? Les déchets métaboliques. Si on leur donne du sucre, ça va donner quoi? Si on a une fermentation. Ouais, plutôt des acides. Donc effectivement, on va voir si elles peuvent continuer à fermenter certaines sucres. Effectivement, bactérie morte, on met le sucre, ça va rester là, ça ne sera pas utilisé. Tandis qu'une bactérie vivante, viable, non cultivable, va s'en servir un petit peu. Mais peut-être avec une activité métabolique moindre que des bactéries en pleine croissance. Mais ça ne sera pas zéro. Okay. Ça va, vous avez des idées? La phase morte, comme vous l'avez dit, cette phase où la bactérie, où il n'y a pas de colonies qui sont formées. Oui. Donc si on l'observe dans sur notre échantillon, il n'y a pas de formation de colonies. Oui, mais s'il n'y a pas de colonie, elle peut être morte aussi. Et la question, c'est de savoir comment elle est. Est-ce qu'elle est totalement morte
ou est-ce qu'elle maintient une sorte de vie en latence, endormie? C'est ça le problème. Vous pouvez discuter avec les voisins derrière. Hein. Moi, je ne sais pas, ils ont l'air dangereux. Peut-être vous faites bien de vous abstenir. Hein. Bon, ça va ici? Est-ce que vous avez des idées? Si on donne à la bactérie tout ce dont elle a besoin dans le milieu, on va voir si avec le temps, Ça, c'est presque ça. Ça c'est un peu le dernière étape parce qu'on a dit qu'elles sont non cultivables. Donc la définition même, c'est qu'elles ne vont pas pousser. Si on les met dans un milieu standard, où on pense qu'il y a tout, mais peut-être qu'il n'y a pas tout pour les réveiller dans cet état-là. Mais dans un milieu normal, ça ne marchera pas. Donc il faut les analyser telles quelles, sans espérer de les faire croître. Donc il faut les analyser biochimiquement en quelque sorte, déjà telles qu'elles sont. Ok, j'ai eu quelques idées. Donc, qu'est-ce qu'on a donc, la question, c'est de différencier les cellules VBNC, non cultivables, des cellules mortes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un peut me donner quelque chose qu'on avait dit? Activation par la chaleur. Ah, ça, c'est un peu une analogie par rapport aux ondes de sport. Les ondes de sport, ça marche super bien pour ça. Pour les bactéries viables non cultivables, on pense qu'il doit y avoir quelque chose qui déclenche leur réactivation, mais on le connaît très, très mal pour l'instant pour la plupart de ces souches. Et je ne pense pas que ça marche. Je pense que ce n'est pas la chaleur. Il doit y avoir un élément déclencheur, mais on ne sait pas ce que c'est actuellement. Mais ok, un élément déclencheur qui peut le réactiver. Mais pas de la chaleur, ça c'est les ondes de sport. D'autres trucs? Ok. Donc, si elles sont viables, elles doivent avoir une activité métabolique. Donc, il faut être capable. Donc, on peut essayer de détecter cette activité. Donc, leur donner des sucres que ces bactéries peuvent métaboliser. Et si elles acidifient le milieu, ok, il y a une activité métabolique. Donc, ça peut être fait. D'autres choses que l'on peut faire un peu dans le même style. Ou, ok, est-ce qu'elles sont capables de migrer vers le sucre et être chimiotactiques? Normalement, elles sont un petit peu plus inertes que ça. Elles ne sont pas super actives, ces bactéries-là. Elles sont plutôt fermées et pas vraiment dans une phase très motile. Qu'est-ce qui est l'énergie de la base du métabolisme dans tout le vivant, là? La molécule non, qui fournit l'énergie métabolique? Non? L'ATP? Vous savez ce que c'est, ça? Adénosine triphosphate. Donc, si ma bactérie maintient une activité métabolique, elle doit avoir de l'ATP à l'intérieur de la cellule. Si ma bactérie est vraiment morte, bah, tout ça, ça va être zéro, l'ATP. Donc, on peut prendre les cellules et doser l'ATP à l'intérieur. Donc, activité métabolique, une chose. Deuxième chose qui était dans la définition, c'est que la paroi et la membrane sont intactes. Donc, on peut essayer de visualiser ça. Comment on peut visualiser ça directement? Si la membrane d'une bactérie est intacte, on va utiliser quoi comme microscope? Microscopie électronique, on regarde directement. Mais ça, c'est super lourd. Ça. On ne peut pas faire beaucoup. Deuxième façon de faire ça, c'est d'utiliser des marqueurs fluorescents, grandes molécules fluorescentes, qui ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la bactérie, sauf si sa membrane est trouée.
Donc on peut faire ça et utiliser un marqueur fluorescent pour marquer les cellules mortes. Donc là, on cherche des cellules qui sont non marquées et elles sont les viables, non cultivables. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Donc des tests biochimiques pour savoir si la membrane est intacte et si cette cellule maintient une certaine activité métabolique. Mais à la fin, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que ces cellules ont la capacité de se réanimer à un certain moment. C'est ce qu'on avait dit au départ, parce que si on est en dormance et on ne se réveille jamais, bah, c'est la même chose que d'être mort, non? The big sleep. Donc, le test vraiment à la fin pour montrer que cet état sert à quelque chose à la bactérie, c'est d'être capable de les réactiver. Et pour plusieurs bactéries pathogènes, c'était le cas qu'on peut les réactiver en les injectant dans un animal, dans le cas d'une infection expérimentale. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. C'est un bon moment pour moi. Donc, on se revoit à 2 heures, n'est-ce pas?